is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, humain awesome? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Merci d'être à l'écoute, que ce soit ta première fois sur le podcast ou que tu sois ici de temps en temps à chaque semaine. Ça me fait toujours plaisir de vous jaser. J'ai des invités vraiment, vraiment awesome. Je suis full d'avance en plus. Là, mes invités sont tous casés jusqu'à genre la moitié de l'été parce que je rencontre des gens tellement hot. Puis des sujets vraiment intéressants, vraiment passionnants. Et j'aime aussi faire mes petits épisodes solo, comme aujourd'hui, où est-ce que je peux rentrer dans un sujet puis vous jaser comme ça pendant un bon petit moment et vous amener avec moi dans ma vie personnelle, dans des projets Karmakin, dans des lancements, dans des nouvelles, dans des apprentissages que je fais, des choses que je change dans ma vie pour que ça puisse vous inspirer le plus possible, bien sûr, à vivre une vie awesome, saine, alignée selon vos termes. Donc aujourd'hui, ça ne fait pas exception à ça. J'ai quand même un pas pire lancement, une petite, pas mal grosse, moi je la trouve awesome, annonce à vous faire. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, si tu es abonné à mon infolettre, tu as déjà eu l'information. Sinon, tu l'as ce matin. Je vais recommencer à donner des cours de façon plus régulière, des cours de mouvement en personne. Ben oui, toi, dès le mois de mars. Donc, on commence avec une session de 6 cours, 3 cours en mars, 3 cours en avril. Ça va se faire au Studio Fit 317, qui est un gym à l'Écoto, donc sortie 12 de la 20. Sur le bord de l'autoroute, vraiment facile d'accès. Il y a plein de parking. On se stationne en arrière du building, on rentre par en arrière et on arrive dans ce gym-là vraiment cool, vraiment awesome de ma belle amie Caro. Puis, le concept de ces cours de groupe-là, ça va être vraiment de venir bouger autrement. Ça va être vraiment de venir travailler des habiletés motrices, des qualités physiques qu'on oublie, qu'on fait pas. Puis c'est vraiment adapté pour tout le monde, parce que si t'es sédentaire puis tu bouges pas vraiment en ce moment, sauf peut-être un petit peu marcher, c'est sûr que ça devient une super belle porte d'entrée pour commencer à intégrer plus de mouvements, plus d'activités physiques dans ton quotidien de façon progressive pour préparer ton corps éventuellement à aller faire peut-être des entraînements de musculation, de cardio, du volume, de l'intensité peut-être plus intense. Et on va le faire vraiment dans la conscience, dans l'intention, dans le plaisir aussi, bien sûr. Donc, je trouve que ça fait moins intimidant comme début de processus de mouvement d'entraînement que de se pointer à un cours de Hot Power Yoga de 90 minutes ou de CrossFit ou d'aller au gym et de faire toutes les machines d'un coup. Puis là, on est découragé, on a mal partout pendant 3 jours, puis on redevient sédentaire, tu sais. Fait que si tu bouges pas beaucoup, c'est pour toi. Et si tu as déjà ta pratique de mouvement, dans le sens que peut-être que tu fais tes cours déjà régulièrement de Zumba, de yoga, que tu fais ton jogging, que tu vas au gym quelques fois par semaine, que tu fais des arts martiaux, bref, peu importe ce que tu fais déjà comme pratique d'entraînement, d'activité physique, de mouvement, ce cours-là qu'on va faire ensemble vient vraiment complémenter, vient compléter, vient ajouter justement une intention puis une attention vers certains de ces types de mouvements-là qu'on va décortiquer aujourd'hui dans le podcast qui vont t'aider à réduire tes blessures, prévenir des déséquilibres musculaires, rajouter de la fluidité dans ton corps, travailler au niveau de tes amplitudes articulaires, donc évidemment pour retarder le processus de vieillissement, j'ai déjà dit, mais prévenir les blessures, avoir une meilleure performance, que ce soit dans ton gym ou dans ton sport. Donc, c'est vraiment des habiletés motrices qui vont t'aider avec tout ça. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais ou que tu fais pas comme activité physique, c'est pour ça que c'est vraiment inclusif, puis que ça va être adapté à tous les niveaux.
Fait que je suis vraiment excitée. Ça fait longtemps que j'ai pas donné de cours de groupe et ça fait encore plus longtemps que j'en ai pas donné en personne. Dans le fond, moi, si tu connais pas tant mon histoire de kin, puis même avant d'être kin, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, parce que j'étais assistante coach en patinage artistique. Après ça, j'ai fait mon cours pour devenir vraiment niveau 1 certifié coach patinage artistique. Donc, j'entraînais, je coachais sur la glace. Et dès 16 ans, même j'ai peut-être commencé avant, là, mettons à 15-16 ans, j'ai commencé à donner des cours de hors-glace. Donc, à offrir des cours de groupe, de conditionnement, de préparation physique pour aider les athlètes de patinage artistique à mieux performer sur la glace. Fait que j'organisais des circuits de différents exercices, des différentes stations. On travaillait, l'équilibre, bien sûr, super important en patin, la flexibilité, la force, etc., tu sais. Puis, fait que ça fait comme presque 20 ans de ça. Et après ça, bien sûr, j'ai étudié en kinésiologie. Et pendant mon parcours universitaire, j'ai travaillé, oui, j'ai fait beaucoup de one-on-one, j'en fais encore beaucoup, mais j'ai aussi donné des cours de différentes façons, avec différentes thématiques. Par exemple, je donnais des cours de cardio-kickboxing dans la cour chez mes parents les dimanches matins, avec les voisines, puis les clientes à ma mère, puis quelques amis. On a fait ça dehors, c'était super cool. Après ça, j'ai donné des cours de plus petits groupes, fait quasiment du semi-privé, en entraînement, en musculation, dans des petits, des grands gyms. J'en ai donné même en Australie. Je me souviens, on se levait vraiment, vraiment tôt pour aller donner des cours. Je pense que le premier cours était à 5 heures. Puis c'est ça, dans un parc en Australie. On avait la vue sur le pont, là, le Harbour Bridge, à Sydney. Puis c'est ça, c'était en mode entraînement, tout ça. C'était des personnes un peu plus âgées. J'avais adoré faire ça. J'ai donné des cours vraiment plus de bootcamp. Donc, tu as peut-être déjà participé à mes bootcamps. Des fois, c'était un par année pour ramasser des fonds pour la cause des enfants. Mais pendant quelques années, j'en ai donné de façon régulière, 1-2 fois semaine, jusqu'à temps que la pandémie arrive. Puis que là, on a migré les bootcamps en mode virtuel, qui a super bien fonctionné pendant la première année. Donc, je faisais des séances à chaque 2 fois par semaine. On avait des sessions à chaque mois, des sessions l'été. Puis après ça, vous le savez, on est devenu un peu écœuré de faire des trucs en ligne. Donc, j'avais fait une dernière séance de bootcamp en virtuel. Après ça, j'avais recommencé un petit peu au parc à l'été 2022 et je suis partie dans un voyage, donc la reprise un peu de ma vie nomade, septembre 2022. Et avec ça, a arrêté, dans le fond, les cours de groupe. Fait bref, tout ça pour dire que ça fait quelques années que j'en ai pas donné, puis quelques années, un petit peu plus même, que j'en ai pas donné en personne. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Sonia, qui est une belle amie, une femme avec qui je suis dans le groupe Mélissa et ses sœurs, qui est la propriétaire du studio Coexiste Yoga, elle m'a demandé de remplacer son mari, qui donne des cours de HIIT, donc d'intervalle à haute intensité, puis il donne un cours de mobilité aussi. Fait que je l'ai remplacé pendant 2 semaines, au mois de janvier, puis une fois là, au début février. Et là, j'étais comme, puis c'est des petits groupes, hein, on était entre 2 et 4 personnes, tu sais. Puis là, j'étais comme, hey, Colin, c'est le fun de donner des cours en personne, c'est le fun de voir les gens en personne, de les entraîner, de les corriger. Puis, surtout, le cours de mobilité, c'est un cours que j'avais pas vraiment donné de cette formule-là en cours de groupe. J'inclus la mobilité dans mes propres entraînements, j'inclus des exercices de mobilité dans les programmes de mes clientes, mais là, de vraiment faire de la mobilité en live, en personne, j'ai vraiment adoré ça. Donc là, ça a commencé à semer une petite graine. Puis là, les gens qui étaient là, Claudia, tu peux t'en donner plus souvent, tu sais, tout ça. Puis bon. Fait que, bref, après avoir regardé mon horaire, qui est déjà bien chargé, après avoir discuté, entre autres, avec Sonia, voir si je pouvais prendre son studio, finalement, les horaires, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Après avoir parlé avec Caro, qui, elle, justement, a un bel endroit pour ça, on est arrivé avec cet horaire-là. Donc, 3 cours en mars, 3 cours en avril, les dimanches matins de 9h à 10h. Je vais mettre le lien pour le formulaire d'inscription dans la description du podcast. Sinon, faites juste m'écrire, je vais vous l'envoyer. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour les 6 cours, ça vous revient moins cher du cours, ou de choisir 5, 4, 3, 2 ou 1 cours, toujours avec inscription à l'avance. Les places sont limitées, puisque l'espace n'est pas ultra grand et de toute façon, je voulais garder quand même les groupes assez petits pour que justement, on bouge avec conscience, intention, que je puisse vous corriger, que ça soit vraiment des beaux mouvements de qualité qu'on pratique. Donc, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Fait que si ça t'intéresse, comme je disais, c'est à l'Écoto, juste sur le bord de la 20. Donc, dimanche matin, pas de trafic. Ça se fait bien là que vous soyez à Saint-Polycarpe, Valleyfield, Saint-Zotique, Saint-Lazare, Vaudreuil, Pincourt, l'Île-Perrot, West-Allen même. Donc, gênez-vous pas à venir me voir puis à bouger autrement.
Et si ça vous intéresse, mais que c'est trop loin, ben dites-moi là aussi, parce que qui sait, tu sais, si j'ai bien de la demande, peut-être que je pourrais recommencer un moment mouvement en mode virtuel. Je dis pas non. Donc, n'hésitez pas à me faire part de votre intérêt si jamais ça vous tente, ce genre de concept de cours de groupe-là, mais que vous êtes géographiquement trop loin. Après ça, ben, je vais partir en voyage pendant un petit bout, puis quand je vais revenir, ben, on va faire une session à l'extérieur. Donc, dans un parc là, à Dorion, on va pouvoir bouger, puis en même temps profiter de l'air, du soleil, tout ça, en nature. Donc, ça va venir aussi plus tard, là, probablement au mois de juin. Fait que c'est ce qui inspire un petit peu le sujet de la conversation d'aujourd'hui. En fait, pas juste un petit peu, ce qui inspire pas mal le sujet de la conversation d'aujourd'hui. Je veux vraiment qu'on regarde différentes qualités motrices, différentes habiletés physiques qui sont importantes à conserver à l'âge adulte, mais qu'on oublie, qu'on connaît peut-être moins, qu'on n'a pas le réflexe d'intégrer nécessairement, même en tant que kin puis en tant qu'entraîneur. Je veux dire, moi, personnellement, au début de ma carrière, ben j'en mettais pas vraiment des exercices de mobilité, là. On apprenait à faire de la muscu, puis à faire des circuits, puis des supersets, puis à compter les répétitions, puis à calculer le temps de repos, puis le tempo, puis bon, à faire du cardio continu avec des intervalles. Mais je suis contente de voir que de plus en plus de gens qui vont mettre ce genre d'habileté-là physique dans leur façon de bouger eux-mêmes et avec leurs clients, clientes, parce que, my God, que c'est important. Moi, personnellement, je le ressens dans mon corps beaucoup. Puis je suis pas bien, là, j'ai 34 ans, là, tu sais. Mais à quel point ça l'a changé, puis à quel point aussi ça l'amène de la belle variété, de la diversité, qu'on se sort aussi du mode genre performance, là, t'es obligé d'aller genre te tuer au gym pour avoir des résultats. Ouais, non, t'es pas obligé. Oui, c'est important d'avoir chaud, de suer, de se pousser hors de notre zone de confort, de stretcher cette espèce de capacité-là, puis de faire travailler le cœur, puis les poumons, puis les muscles. Bien sûr, c'est important. Il faut faire ça, sinon le corps s'adapte rapidement. Il n'y a plus d'adaptation, donc plus de progrès, et on perd nos acquis assez rapidement, puis assez jeune aussi. Je veux dire, déjà fin vingtaine, début trentaine, il y a bien des choses qui s'en vont de l'autre côté, comme on dit, sauf si tu les maintiens, puis sauf si tu continues à faire ce genre de demande-là physique à ton corps. Et même neuro à ton corps, parce qu'il y a des façons de s'entraîner où est-ce qu'on va aller chercher au niveau du système neural. Donc, bref, je veux qu'on passe à travers ça aujourd'hui, puis je vais vous renvoyer à d'autres épisodes aussi parce qu'il y a certaines composantes que j'ai déjà plongées en profondeur fois 1000. Donc, je vais vous renvoyer à d'autres épisodes, je vais les mettre dans la description du podcast. Et le but, en fait, en écoutant tout ça, là, c'est de vous dire, OK, moi, où est-ce que j'en suis avec ma pratique de mouvement? Est-ce que je fais toujours les mêmes exercices? Est-ce que je prends ma marche, je fais mon exercice de squat, mon exercice de tirade, mon exercice de développé, puis that's it, depuis genre 10 ans? Est-ce que je travaille mon équilibre des fois? Est-ce que je dis toujours à la blague que « Oh mon Dieu, moi, je n'ai vraiment pas de coordination, mais je la pratique pas, je fais juste rire de moi, tu sais? » Est-ce que je suis raide comme une barre, puis je me penche pour attacher mes souliers, puis tout craque, puis tout déchire parce que je suis tellement raide? Et bien sûr, comme vous le savez, j'aime bien vous donner des trucs pratico-pratiques. Donc, au-delà de venir faire mes cours en mars, avril, puis éventuellement cet été, au-delà de me contacter pour que je puisse vous faire un programme 100% individualisé, si jamais les cours de groupe, c'est pas pour vous, ben c'est quoi déjà des choses que vous pouvez faire à la maison, au quotidien, qui demandent pas beaucoup de temps, qui demandent pas beaucoup nécessairement d'espace, qui demandent pas beaucoup d'équipement, et souvent même zéro équipement ou presque, et qui vous permettent de rajouter des moments mouvement dans votre semaine, dans votre journée, pour continuer à essayer de contrer les effets négatifs d'être autant sédentaire. C'est de pire en pire. Je veux dire, la société, là, on bouge de moins en moins. Surtout l'hiver, moi, personnellement, je me vois aller, puis c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire attention, d'en faire entity, là, des breaks à tous les jours, souvent, même si c'est 2 minutes, même si c'est 5 minutes, parce que je sais que je vais pas aller hiker, que je vais pas aller prendre des longues marches comme je fais le printemps, l'été, l'automne, que je vais moins bouger l'hiver. Donc, ben, je m'assure de faire au moins 5 minutes de foam rolling par jour, de pratiquer des chandelles, de jouer avec mon Mace Club, bien sûr, j'ai mon gym, j'ai mon yoga, j'ai mon jujitsu, mais tout ça pour dire que ce qu'on va jaser aujourd'hui, comment tu peux intégrer de temps en temps dans tes pauses actives dans ta journée, dans ce que j'appelle, encore une fois, des moments mouvements dans ta journée, des récréations dynamique, ben intégrer ce genre d'exercice-là qui va travailler posture, équilibre, coordination, agilité, proprioception, etc. All right? Donc, si on oublie la musculation classique, si on oublie le cardio classique, ça c'est 2 termes qu'on connaît, 2 termes que si vous êtes moindrement un peu actif, vous allez intégrer dans vos entraînements.
L'autre catégorie, c'est les étirements. Les étirements, déjà là, des fois, on a le réflexe de faire comme 2-3 étirements à la fin de notre workout, si on a le temps, tu sais, puis si on y pense. L'épisode 21, qui est un de mes premiers épisodes de podcast, 21. Donc, épisode 21 de podcast, tout savoir sur les étirements, allez écouter ça. Je rentre en profondeur dans le sujet des étirements. Ensuite, la mobilité. Ça fait pas longtemps de ça, j'ai fait un épisode complet sur la mobilité, épisode 208. Puis en termes, je pense... je vais faire attention à ce que je dis. J'allais dire en termes d'importance ou peut-être de pertinence. Ouais, je vais utiliser le mot pertinence. En termes de pertinence, tu sais, si tu avais à choisir entre t'étirer et faire de la mobilité, je te dirais focus sur ta mobilité. Parce que de toute façon, en ayant une bonne mobilité, tu viens travailler au niveau de l'étirement aussi de tes fibres musculaires. Mais en plus, tu vas chercher ton amplitude de mouvement que tu as besoin à tes articulations. Puis en plus, tu vas chercher cette force-là que tu as besoin d'avoir, ce contrôle-là, quand tu es dans des amplitudes articulaires qui sont quand même élevées. Fait que, épisode 208, allez écouter ça, mobilité, ultra, ultra important. Il va y avoir un gros focus sur la mobilité dans les cours qu'on va faire. Ensuite, l'autre mouvement là, qu'on oublie vraiment souvent, mais qui est littéralement le premier mouvement qu'on fait quand on est le mouvement vital. Si on ne fait pas ce mouvement-là dans notre corps, on meurt. Genre littéralement, là. Tu sais quoi? La respiration. C'est quoi le rapport, Claudia, à la respiration avec l'entraînement? Ben, c'est ça, le rapport. Quand tu respires, tu as des structures corporelles qui sont en mouvement. Right? Tu as ton diaphragme, tu as tes poumons, tu as ta cage thoracique au niveau des côtes, tu as des muscles au niveau du cou qui sont des muscles accessoires à la respiration. Il y en a que ça devient les muscles principaux si vous respirez beaucoup d'en haut, là. Idéalement, on respirait plus bas, du ventre, puis des côtes, puis des poumons, puis tout ça. Mais la respiration, c'en est un mouvement du corps qui amène une mobilité, qui amène une contraction, qui amène une extension de certaines fibres, qui amène ce mouvement-là au niveau du corps. Respirer consciemment, c'est pas toujours quelque chose qu'on se souvient, c'est quelque chose qu'on oublie. Donc, au-delà de respirer seulement quand on fait de la... respirer consciemment, parce qu'on respire tout le temps, là, mais bref, au-delà de respirer consciemment quand on fait de la méditation ou quand on est dans un atelier de breathwork ou quand notre ostéopathe nous dit de prendre une bonne inspiration ou quand avant ta séance de Reiki, je te dis de inspirer des belles choses puis expirer ce que tu veux laisser aller, dans notre quotidien, veut pas, on respire toujours. Est-ce que ce mouvement-là, il est optimal? Est-ce que ce mouvement-là, dû et grâce à ta respiration, il est fait de façon awesome pour que tu ailles chercher l'oxygène que tu as besoin, tu sais? L'épisode 51 avec JC Poirier, qui est un autre kinésiologue avec qui je fais différents projets, entre autres la certification mieux pour les entreprises. Ça, c'est un excellent épisode qui va vous parler, bien sûr, de la respiration. Donc, je ne rentrerai pas plus en détail. L'autre aspect aussi, c'est la fameuse posture. Avoir une bonne posture, là, c'est pas juste de se dire de descendre les épaules, de sortir les seins, puis de squeezer tes omoplates ensemble pour avoir les épaules vers l'arrière. C'est pas tout à fait ça. C'est sûr que ça l'aide si tu penses à relâcher tes épaules de temps en temps durant la journée. C'est sûr que ça l'aide si tu penses à allonger ta colonne vertébrale, surtout pendant que tu manges, pour pas affaisser au niveau de ton système digestif, puis rendre ça vraiment plus comprimé puis difficile. C'est sûr que oui, quand tu as l'impression que tu pousses ton menton vers l'avant parce que tu veux regarder de plus proche qu'est-ce qui est écrit dans ton cellulaire ou sur ton ordinateur, puis là, tu te rappelles de « Oups, c'est vrai, je vais reculer ma tête pour qu'elle reste dans l'axe ». C'est sûr que c'est tous des bons réflexes à avoir pour développer une meilleure posture. Par contre, comme dans l'épisode 181 qu'on a jasé avec Mathieu Boulay, lui qui est posturologue et qui forme les posturologues à différents endroits dans le monde, là, c'est vraiment un expert là-dedans, réapprendre à bouger de la bonne façon, entre autres en marchant bien sûr, comme du monde. Puis il y a bien des gens qui marchent pas comme du monde parce qu'on a développé justement des mauvaises postures, des déséquilibres musculaires, des compensations. Ramper au sol, se tourner sur le sol, se descendre au sol et se relever, tu sais, c'est toutes des choses qu'on apprend de façon de façon assez automatique et progressive quand on est bébé. Si on regarde un bébé, quand il apprend à marcher, quand il apprend à se lever, quand il tourne du ventre au dos, c'est toutes des choses que si on n'a pas passé assez de temps, oui, vraiment, dès ce très jeune âge, à développer, ça a un impact plus tard sur différentes choses, incluant la posture. Ça se réapprend, par contre.
Ça se réapprend, tu sais. Fait que c'est vraiment chill, là. Inquiète-toi pas, là. Si tes parents, ils t'ont mis dans un jumper trop tôt, puis qu'ils voulaient que tu marches à 6 mois, puis que t'as pas passé beaucoup de temps à plat ventre puis à marcher à 4 pattes, c'est pas grave. OK? Ça se peut que t'aies des répercussions, mais c'est pas grave. Ça se réapprend. Grâce au mouvement. Par contre, c'est bien rare que je vois des adultes ramper. Fait que ça se peut qu'on rampe un peu dans les cours. On va rire, on va avoir du plaisir, on va réapprendre différents patrons moteurs, différentes chaînes de mouvements pour qu'on puisse retrigger, genre une meilleure posture. Encore une fois, au-delà de juste se dire « Ah ben je vais étirer mes pectoraux, les muscles en avant des épaules, là, pour avoir un dos moins arrondi, puis je vais faire des tirades pour renforcer les muscles du haut du dos. » C'est pas mauvais de faire ça, hein? Je répète, je suis la première à dire que ce genre d'exercice-là, ça peut aider absolument, mais ça va plus loin que ça. Donc, encore une fois, posture, épisode 181, si vous voulez aller plus en profondeur là-dedans. Là, on va rentrer dans d'autres qualités que j'ai pas nécessairement fait d'épisode de podcast précis là-dessus, fait que je vais les décortiquer un petit peu plus, et c'est là que tu peux justement te questionner sur est-ce que tu les intègres, ces éléments-là, dans ta pratique de mouvement à chaque jour ou à chaque semaine. Donc, premièrement, il y a l'équilibre. Ça le dit, hein? Est-ce que tu as un bon équilibre? Est-ce que tu es capable d'avoir un balance? Je vais dire balancer en français, on va y aller, on va garder équilibre. Can you balance on one leg? Est-ce que tu peux garder ton équilibre sur un pied? Tu sais, mais encore une fois, c'est un petit peu plus complexe que ça, l'équilibre. Puis ça, malheureusement, on s'en rend pas compte qu'on a perdu de l'équilibre, qu'on a moins de stabilité jusqu'à temps qu'on se pète la gueule, parce qu'on a manqué d'équilibre, on a mis le pied à mauvaise place, on est arrivé pour tomber, puis whoop, on n'a pas été capable de réagir pour se protéger. Fait qu'on se pète la marboulette, on se casse quelque chose, on se foule quelque chose, on se fait un bleu, on se fait mal. Bref, c'est souvent là qu'on se rend compte que hey, j'ai moins d'équilibre qu'avant. Donc, l'équilibre, bien sûr, souvent ce qu'on voit, c'est ce que j'ai dit, l'exemple classique, t'es-tu capable de te lever une jambe puis de rester en équilibre sur un pied? Hein? Déjà là, ça peut être des choses que vous pratiquez à faire. Je sais pas, moi, tu es en train d'avoir une conversation avec ton conjoint, ta conjointe dans la cuisine, puis pendant que la personne te parle, mais tu lèves une jambe, voir si tu es capable de tenir sur une jambe. Ça peut être aussi simple que ça, là. Quand tu attaches tes souliers ou que tu mets tes bas, ou même que tu mets tes bobettes ou tes shorts, au lieu de t'asseoir pour les mettre, reste debout, lève ton genou, plie ton genou, fais une flexion à ta hanche, lève ta jambe, bref, pour être capable de pratiquer ton équilibre, de rester sur une jambe pendant que tu fais un mouvement comme mettre ton soulier, mettre ton bas, attacher tes souliers. Si vous avez des ballons à la maison ou au gym, des gros ballons suisses sur lesquels on peut faire différents exercices, des petits ballons qu'on appelle en anglais des sit-fit, qui sont des espèces de disques de rondelles assez mous. Il y en a d'autres que c'est vraiment plus des planches, où est-ce que tu vas avoir une planche dure en bois que tu vas pouvoir te mettre dessus, mais il y a un élément en dessous, soit une boule ou un morceau de bois un petit peu plus sur le long, qui va faire en sorte que ça va se balancer droite-gauche, hein, un peu comme une planche d'équilibre, bref, tout simplement. Des bossus, éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé. Puis ça, il faut faire attention, hein? Je vais faire une parenthèse ici, puis un petit astérix. Si tu travailles pour gagner de la masse musculaire, si tu travailles plus en basse répétition, donc en hypertrophie, en force, tu sais, mettons un 10 répétitions et moins, là, je te conseille pas nécessairement de faire des exercices sur ton ballon parce que tu dis que tu vas aussi travailler ta stabilité, tes stabilisateurs, puis ton équilibre en même temps. Ton objectif, c'est pas ça. Si ton objectif, c'est d'aller gagner, par exemple, la masse musculaire dans, justement, tes pectoraux, puis tes épaules, puis tes bras, puis que tu fais un développé couché, qu'on appelle souvent bench, mettons que tu fais un développé couché avec des poids libres, bien, c'est sûr que tu vas être moins forte et moins en moment de contraction musculaire précise pour le développé couché qui va t'aider à créer une adaptation, donc gagner de la masse musculaire, gagner de la force. Parce que si tu le fais sur un ballon, c'est sûr qu'il va falloir que tu prennes moins lourd. Parce que tu n'as pas juste ça qui travaille. Tu as tes jambes qui vont être sollicitées, tu as ton bassin, tes hanches, tes fessiers, tes cuisses, tes abdos, etc. Ce qui est bien. Et par contre, si ton corps est occupé à s'assurer que tu ne roules pas en bas du ballon puis tu ne te pètes pas à marboulette, bien c'est sûr que si à 8 répétitions, tu prendrais des 40 livres, bien sur le ballon, tu prendrais peut-être 35 ou 30 livres. On comprend? Donc, intégrer ce genre d'accessoires-là, ça a sa place. Par contre, encore une fois, il faut juste faire attention que ça ne vient pas nuire à nos objectifs.
Surtout si les objectifs, c'est gagner vraiment en force. Hypertrophie, je vais mettre une astérisque, c'est peut-être un petit peu plus nuancé que ça, mais c'est là que d'avoir un programme, bien sûr, individualisé peut vous aider, parce que là, je parle sur un podcast, je fais des recommandations très générales, puis des généralisations. Il y a d'exceptions à presque toute règle en entraînement. Donc, équilibre, est-ce que tu es capable de monter sur la pointe des pieds, de fermer tes yeux, puis de rester en équilibre? Si vous faites du yoga, c'est excellent pour l'équilibre parce qu'il y a souvent des postures qui sont d'un côté, après ça, de l'autre. L'équilibre, on pense souvent que c'est debout, mais est-ce que tu es capable de tenir, par exemple, couché sur le dos, les genoux fléchis, tu lèves tes fesses dans la position du pont, et là, tu lèves une jambe vers le plafond? Peut-être que dans cette position-là, tu sens que ton genou, il rentre à l'intérieur, tes hanches, ils shake de droite à gauche, fait que tu n'as pas vraiment d'équilibre de cette façon-là. Donc, il y a différentes façons d'aller solliciter cette stabilité-là. On parle souvent des stabilisateurs. C'est quoi les stabilisateurs? Il n'y a pas un groupe de muscles qui s'appelle les stabilisateurs. Chaque muscle peut être un stabilisateur de l'autre muscle. Ça aussi, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus complexe que de juste dire comme, quand je fais un exercice sur le ballon, ben ça shake, là, fait que je travaille mes stabilisateurs. C'est pas faux de dire ça, mais les stabilisateurs, je veux dire, encore une fois, chaque muscle peut avoir le titre de stabilisateur quand on le stabilise avec autre chose, avec une autre structure, avec son antagoniste, par exemple, son muscle contraire, tu sais. Fait encore une fois, niveau anatomie, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais ce que je veux que vous reteniez là-dedans, c'est est-ce que vous faites des choses une jambe à la fois? Parce que l'équilibre, ou un bras à la fois, parce que l'équilibre, je rentre là-dedans aussi l'équilibre musculaire. Fait que si on fait toujours des trucs à 2 jambes ou à 2 bras, je le sais, ça va plus vite. Je sais que c'est chiant à faire des squats à une jambe, puis après ça, faire des squats sur l'autre, puis des step-up à une jambe, puis des step-up à l'autre, puis faire des bicep curls, juste le bras droit, puis après ça, juste le bras gauche. Je sais qu'habituellement, on aime ça faire les deux en même temps parce qu'on est plus fort de cette façon-là, ça va plus vite. Par contre, tu sais, on est rarement symétrique à 100% égal des deux bords en tant qu'humain, pour plein de raisons, tu sais. Donc, si on fait jamais des trucs unilatéralement, un bord à la fois, ben ça se peut qu'on fasse simplement juste accentuer nos déséquilibres musculaires. Tu t'en rends peut-être même pas compte, mais avec une barre sur les épaules, quand tu descends dans ton squat, ça se peut que ton côté gauche force plus que ton droit, même si tu as l'impression de lever droite. Si tu fais encore une fois une flexion des coudes, donc un bicep curl avec la barre, ben ça se peut que ton bras droit il travaille plus que ton bras gauche parce qu'il était le plus fort parce que tu es droitière. Donc, équilibre, oui, genre, est-ce que je vais me péter la gueule parce que je manque de stabilité puis je tombe, mais aussi équilibre musculaire. OK? Donc, super important comme qualité physique. On le voit, hein, la cause, une des principales causes, c'est peut-être la cause numéro 1, mais don't quote me on that, là, des personnes âgées que leur état de santé décline rapidement, voire même c'est souvent jusqu'à la mort, c'est parce qu'ils tombent, hein, puis ils se cassent une jambe, ils se cassent une hanche, pardon. Donc oui, il y a l'aspect, est-ce qu'on a une structure musculaire pour protéger nos articulations? Absolument. Est-ce qu'il y a l'aspect, bien sûr, est-ce qu'on a les habitudes de santé pour nous permettre de garder un minimum de densité osseuse? Absolument. Mais il y a aussi que, check, si on avait de l'équilibre, puis si nos stabilisateurs, pour reprendre ce mot-là, ils agiraient puis s'activeraient quand on en a besoin, ben on tomberait pas, tu sais. Donc, équilibre, super important. Ensuite, on va aller dans qu'est-ce qui est plus agilité. Oui, agilité. Fait que l'agilité, là, quand on parle de mouvement d'activité physique, c'est, dans le fond, ça fait référence à ta capacité de... Comment je pourrais bien expliquer ça? De modifier rapidement puis efficacement la position de ton corps dans l'espace, en fonction de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Puis sous l'agilité, on peut mettre plusieurs éléments. Tu sais, on peut mettre l'équilibre, bien sûr. Tu sais, mettons, je sais pas moi, tu maintiens ta posture stable, tu fais un changement de direction rapide, il faut que tu sois agile pour faire ton changement de direction, bien, ça prend une certaine composante d'équilibre pour arriver à faire ça. On met là-dedans la coordination, je vais en parler après. Tu sais, la coordination, c'est faire des mouvements qui sont précis puis qui sont harmonieux. Puis ça me fait toujours rire parce que, encore avant-hier, j'ai entraîné quelqu'un en personne, puis on est parti à rire parce que j'y faisais faire des doubles genoux hauts, des doubles talons-fesses pour son intervalle cardio. Puis il était comme « Oh my God, j'ai vraiment pas de coordination. » Puis tu sais, il était super jeune, là. Donc, la coordination, effectuer des mouvements précis en coordination. Peut-être que ton bras fait quelque chose alors que ta jambe fait autre chose, puis de faire ça de façon harmonieuse. Bien, ça rentre bien sûr dans l'agilité. La rapidité, tu sais, notre capacité à se déplacer rapidement. Pas nécessairement dans un sprint, mais comme, je marche, puis je me penche rapidement, ou je me tasse à gauche, ou j'évite un obstacle, tu sais, ou je fais un petit jeu de pied. Souvent, j'aime ça faire des football feet ou des footwork dans mes exercices d'agilité. Ben, on va aller chercher cette composante-là de rapidité.
Donc, ça, c'est des choses qui peuvent rentrer dans tout ce qui est agilité. Fait que c'est comme une réponse à un certain stimuli. T'sais, il se passe quelque chose, il faut que tu sois agile, il faut que tu réagisses. Puis tu es capable de t'adapter rapidement aux demandes de cette situation-là. On le voit beaucoup dans les sports, hein? C'est des sports collectifs. Mettons, je sais pas moi, un football. Tu sais, au football, il faut que tu sois capable de changer de direction rapidement, lancer en même temps, esquiver tes adversaires, tu sais. Fait que tout ça, ça demande énormément d'agilité. Même chose pour, par exemple, le basket. Arts martiaux, tu sais, je fais du jiu-jitsu, moi, depuis mai-juin dernier. Puis ça demande, c'est sûr, d'agilité, tu sais, parce que faut que tu changes de position. Il faut que tu sois capable, par exemple, de passer de la position en dessous à par-dessus. Il faut que tu sois capable d'esquiver s'il y a quelqu'un qui arrive pour t'attaquer, pour te faire une soumission. Fait que c'est de l'agilité, hein, on comprend. Il y a de l'équilibre, de la coordination, il y a de la rapidité. Fait que c'est une qualité motrice, comme j'ai dit. Ça permet de se déplacer avec souplesse, avec rapidité, en gardant le contrôle de ton corps. Hein? Puis encore une fois, je reprends mon expression d'aujourd'hui pour pas se péter à marboulette. Puis de t'adapter aussi aux situations qui sont là, que ce soit dans ta vie de tous les jours. Genre, tu marches, là, whoop, tu viens de, je sais pas, mettre le pied sur un petit truc de glace, ben t'es agile, t'es capable de justement reprendre ton équilibre. Ou je sais pas moi, t'arrives, là, il y a quelqu'un qui est sur son cellulaire puis qui marche super vite, il fonce vraiment rapidement vers toi, il te voit pas, ben ça te prend de l'agilité pour le contourner rapidement, tu sais. Fait qu'on comprend là, c'est super intéressant. Après, si on va un petit peu plus dans... En fait, je pourrais vous donner quelques trucs à faire à la maison avant de passer à la coordination. De toute façon, ça va aller un petit peu ensemble. Fait que, tu sais, comment je fais, là, Claudia, pour pratiquer mon agilité si je vais pas à tes cours puis si je sais pas trop quoi faire? Ben c'est sûr que de rajouter justement des espèces de j'ai le mot drills là parce que c'est souvent ça qu'on utilise en sport, des espèces d'exercices, de drills, de déplacements, d'activités, d'exercices qui vont travailler ça dans tes entraînements, ça peut être pertinent, tu sais, tu peux les faire soit en échauffement ou tu pourrais les faire en fin de workout, mettons, tu sais. Fait que par exemple, je sais pas moi, tu as des cônes dans ton gym, ben tu peux t'amuser à placer des cônes à différents endroits, puis à te faire certains déplacements, où est-ce que tu as des changements de direction, où est-ce que tu tournes autour d'un cône vers la droite, après ça tu vas à l'autre cône, tu tournes vers la gauche, fait que tu fais des changements de direction comme ça. Tu peux mettre un cône puis tu t'amuses à sauter droite gauche, devant derrière. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien faire avec des cerceaux par exemple aussi. Puis en plus je vais mettre une composante de couleurs ou de chiffres ou de lettres pour aller travailler au niveau neuro aussi, puis notre connexion au niveau du cerveau par rapport au mouvement. Donc, ça peut être des mouvements, si tu fais rarement des mouvements au sol, ben des exercices ou des circuits même, où est-ce que tu as un exercice debout, tu as un exercice sur un banc, tu as un exercice au sol. Donc, juste le fait de devoir descendre au sol et remonter debout, ben, ça pratique ça, ton agilité. Donc, c'est des petits trucs comme ça que tu peux aller intégrer au niveau de l'agilité. Puis sinon, ben, tu vas sur YouTube, hein, puis tu marques « Exercise to work on my agility ». Exercice pour travailler mon agilité. Ensuite, coordination, ben c'est ça se ressemble un petit peu où est-ce que, encore une fois, il y a l'espèce d'aspect d'harmoniser. Puis on le sait, quand on sent qu'on a zéro coordination, on a l'impression d'avoir l'air vraiment fou puis folle, là. On bouge tout croche, puis c'est vraiment difficile. Il n'y a pas cette fluidité-là. C'est pas précis, c'est pas vraiment efficace. Nos gestes, il n'y a pas vraiment de synchronisation. Hein? On n'est pas vraiment synchro. Des fois, on voit ça, par exemple, je pense au patin, bien sûr, là, c'est mon background en patin artistique, mais je sais pas, moi, on a une espèce de figure de roue à faire tout le monde ensemble, puis on n'est pas coordonnés, fait qu'il y en a qui avancent trop, il y en a qui avancent pas assez, la ligne est tout croche, on est supposé lever un bras gauche au temps 4, puis là il y en a qui le lèvent pas en même temps, bref, c'est vraiment pas coordonné tout ça. Hein? Je pense que la coordination, c'est quand même facile à visualiser. Fait que ça peut être un mouvement super simple, mais ça peut être un mouvement plus complexe aussi, c'est sûr. Puis c'est essentiel pour faire des tâches motrices, encore une fois, sans perte de contrôle, puis de manière bien sûr efficace. Le classique, là, hein, c'est l'espèce de rond qu'on se fait sur le bedon en tapant avec l'autre main sur la tête. Donc, faites-le en ce moment, si vous voulez, là. Fait que maintenant, avec ma main droite, je fais des cercles sur mon ventre avec la main, puis avec l'autre main, la main gauche, ben, je viens taper sur ma tête en même temps. Puis ça se peut que quand tu tapes sur ta tête, tu te mettes à taper sur ton ventre, ou que quand tu te mets à rouler sur ta tête, ben, tu te mets à faire des ronds sur ton ventre. Donc, bref, ça, c'en est un exemple classique, je pense qu'on a déjà tous fait, qu'on connaît, qui vient travailler un petit peu la coordination, mais bien sûr, il y en a d'autres. Donc, je répète, on contrôle la vitesse, on contrôle la direction. Il y a un truc de précision qui est là, de synchronisation. On peut faire des ajustements aussi. Tu sais, si on voit qu'on est en train de taper de la tête alors qu'on est supposé tourner sur notre tête, ben, on peut ajuster à ce moment-là.
Et bien sûr, tu sais, on pense à différents sports pour vous donner des exemples. La danse, hein, le patinage artistique, tout ça, ça en prend de la coordination. C'est sûr. Tu dois coordonner qu'est-ce que ta tête a fait pendant que tes bras ils bougent d'une certaine façon, pendant que tes jambes ils font peut-être autre chose. Faut que tu te coordonnes avec la musique aussi. Si tu fais en plus de la danse ou du patin en couple ou en groupe, faut que tu coordonnes avec les autres. Fait qu'il y a un gros aspect de coordination à ce moment-là, tu sais. C'est sûr que, par exemple, un autre sport, au volleyball, il faut que tes bras, tes mains, ton corps, pour que tu fasses ton service ou ton smash, il faut qu'ils soient coordonnés ensemble. Sinon, tu risques de probablement manquer le ballon ou fesser dans le vide, tu sais. Quand on parle de natation, c'est sûr que la coordination entre, je sais pas, moi, si tu fais des longueurs, ta respiration, ton mouvement de bras, puis, par exemple, si tu respires en tournant ta tête vers l'extérieur de l'eau, c'est sûr que si t'es pas coordonné, tu vas peut-être prendre un bouillon. Puis tu vas peut-être être moins efficace dans ta technique, donc tu vas avancer moins rapidement. Lancer, sauter, attraper, tirer, tu sais, encore une fois, des habiletés motrices de base comme ça, fondamentales. Les sports de raquettes, par exemple, la gymnastique, tu sais, je veux dire, il y a de la coordination dans presque tout. T'sais. Même si on revient à notre exemple de squat ou de bench, là, 2 exercices ultra classiques au gym, il faut que tu coordonnes au minimum ta respiration avec le mouvement. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ne respiraient pas encore dans vos workouts, on va travailler ça. Mais tu sais, j'inspire en descendant, j'expire en montant. Donc, coordonner notre respiration avec la contraction, ça fait partie, ça aussi, de la coordination. Ça va? Fait que c'est super important. Vraiment important, là. Pensez à toutes les activités que vous faites au quotidien qui vous demandent une certaine coordination. Que ça soit plier votre linge, que ça soit de la rénovation, du jardinage, monter les escaliers en faisant, peut-être pas en faisant autre chose, mais mettons en amenant justement la pile de linge, des recettes. Tu sais, quand vous cuisinez, il faut coordonner certains mouvements. C'est des gestes précis, rapides, efficaces, tu sais. Donc, il faut continuer de travailler ça. Fait que, apprenez des chorégraphies dans votre salon, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jouer à la marelle, juste de coordonner un mouvement de je saute sur les 2 pieds en ouverture, je saute sur un pied en fermeture, puis j'alterne le pied droit avec le pied gauche. Juste ça sur place. Ou jeu de marelle sur l'asphalte, mais qu'il n'y aura plus de neige, ça peut être une façon de travailler ta coordination. Jongler, hein, la jonglerie, vraiment, vraiment une bonne activité pour faire de la coordination, bien sûr. Fait qu'il y a beaucoup d'exemples, de choix. Et habituellement, on amène une touche de plaisir, bien sûr, là-dedans. All right. Quoi d'autre que je vais vous jaser aujourd'hui? On va finir avec la proprioception. Proprioception, qui est importante pour pas mal tout, en fait, qui n'est pas nécessairement une habileté motrice spécifique, comme le saut, l'agilité ou la coordination, l'équilibre. Mais la proprioception, c'est important parce que c'est la capacité à ton corps, à toi, à ton corps, de percevoir, dans le fond, ta position, ton mouvement, l'orientation même des différentes parties du corps, sans que tu aies besoin de regarder. Fait que, mettons, là, que tu fermes tes yeux, que tu allonges tes 2 bras de chaque côté de ton corps, puis que tu lèves les bras de chaque côté, comme si tu étais encore une fois une patineuse artistique avec des beaux bras tenus, tu devrais être capable de percevoir comment loin le bout de ton doigt y est par rapport à ton oreille. Puis comment ta main est proche ou loin du mur proche de toi. Ça, c'est la proprioception. Fait que c'est comment je perçois ma position par rapport à d'autres choses, par rapport à mon propre corps, sans nécessairement avoir besoin de regarder ou de prendre un tape à mesurer puis mesurer. Fait que tu détectes en temps réel où est-ce que ton corps y est par rapport à, bien sûr, tes articulations, tes muscles, tes tendons, etc., pour que tu puisses ajuster soit ta forme de mouvement, si tu fais un exercice, tes actions. Si tu sens que tu t'en vas dans le mur puis que tu perçois que le mur il est vraiment plus proche que tu pensais, tu vas te tasser puis tu ne rentreras pas dans le mur, tu sais, de façon consciente, mais aussi inconsciente. Parce que quand on a une bonne proprioception, souvent, ça se fait, ces petits ajustements-là, de façon inconsciente. C'est une perception qui est interne. Donc, bien sûr, pour maintenir un bon équilibre, super important. Pour penser à notre posture, hein, super important aussi. Pour faire des mouvements qui sont précis, qui ont de la coordination, super important. Tu sais, le nombre de fois que je vais, par exemple, corriger quelque chose par rapport à un mouvement, je vais dire à la personne « descends tes oreilles loin des épaules ». Une personne qui a une bonne proprioception,
puis qui a une bonne conscience corporelle aussi, c'est pas exactement la même chose les deux, mais on peut les mettre ensemble, ben je vais le voir tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Puis là, elle va le sentir, puis elle va physiquement descendre ses épaules loin des oreilles. Par contre, ça m'arrive d'avoir des gens qui sont comme, ben, ils sont pas montés mes épaules, ils le ressentent pas, ils ont pas cette proprioception-là. Ou ils n'ont pas le mind-muscle connection, encore une fois, l'aspect neuro, qui va faire en sorte que même s'ils envoient la commande à leur cerveau « Hey, descends tes épaules », ben les épaules bougent pas vraiment, ou ils bougent de comme 1 centimètre. Puis si on irait au niveau encore plus haut, c'est que j'aurais même pas besoin de le dire, de baisser les oreilles. Non, de baisser les épaules loin des oreilles. Parce que la personne s'en rendrait compte tout de suite. Puis par elle-même, elle a eu la proprioception « Hey, il me semble que mes épaules s'en viennent proches de mes oreilles ». Et éventuellement, ben, elle lèvera même plus ses épaules proches de ses oreilles parce qu'encore une fois, ça va se faire de façon inconsciente. Donc, la proprioception, je parle vite, hein? Je sais que je parle vite des fois. En plus, je m'étais dit ça en début d'année. J'étais comme, je vais essayer sur le podcast cette année, tu sais, de parler un petit peu moins vite. Puis moi, en plus, j'écoute, je fais une parenthèse là, mais moi, en plus, j'écoute mes podcasts en vitesse 1.8, 2, là, des fois. Je suis comme, c'est impossible que moi, je pourrais m'écouter en 1.5 ou 1.8 ou 2, là, comme je parle beaucoup trop vite. Mais c'est ça, là, quand je suis passionnée, je pars, puis bon. Fait que je vais essayer de ralentir. Ce que je disais, en rajoutant une couple de voyelles de trop, la proprioception, ça repose sur, dans le fond, c'est des récepteurs sensoriels qui, encore une fois, hein, sont bien sûr dans les muscles, dans les tendons, dans les articulations, dans la peau aussi. Puis c'est ces récepteurs-là qui envoient des informations au cerveau. Pour ça, cette connexion-là est importante. Parce que ça nous permet, encore une fois, corriger nos mouvements, ajuster notre équilibre, notre stabilité, percevoir notre position du corps. Tu sais, c'est important là, pour faire des beaux mouvements comme il faut, être plus efficace dans le gym parce qu'on a une qualité de mouvement qui est bonne, tu sais. Donc, c'est sûr que tout ce qui est travail d'équilibre en soi, ça va nous aider avec notre proprioception. C'est sûr que tout ce qui est, par exemple, course ou saut, tu sais, qu'on fait des déplacements vraiment, là, qu'on bouge, là, soit en vertical ou en horizontal, bien, ça nous permet de travailler la proprioception par rapport à notre environnement. Tu sais, s'ajuster. OK, sont où mes jambes? Faut-tu que je fasse un virage bientôt? C'est quoi ma vitesse? Je saute-tu par-dessus quelque chose? Donc, c'est sûr que ce mouvement dynamique-là dans l'espace est intimement relié à la proprioception. Les sports, par exemple, de contact, genre rugby, certains sports d'arts martiaux, par exemple la boxe, ben faut que tu aies une proprioception de ton corps, il est où dans l'espace, parce que tu veux pas faire ton punch dans le vide, hein? Tu veux puncher la personne d'en face. Donc, tu veux savoir que la personne est vraiment, au niveau, encore une fois, distance, ben tu utilises ta proprioception pour gager ça. Puis si tu veux pas te faire entrer dedans, puis tu veux éviter tes collisions, ben c'est la même chose. Tu vas ajuster tes mouvements, tes gestes selon cette proprioception-là. On a parlé de danse tantôt, gymnastique, patinage artistique, même natation synchronisée. Ben, dans le fond, c'est sûr que quand tu as des mouvements plus artistiques à faire, tu utilises ta proprioception pour t'assurer que tes bras, tes jambes sont placés correctement, que tu enchaînes tes mouvements avec harmonie, avec fluidité, que tu n'as pas besoin de regarder si ton genou il est allongé dans ta position d'atterrissage. Tu es capable de sentir si la jambe est allongée, tu sais. Puis, c'est sûr qu'un point ultra important, là, je parle beaucoup de sport, de choses qu'on peut faire au quotidien, mais tout ce qui est blessure, réhabilitation physique, quand tu fais une rééducation après une blessure, après une limitation que tu as eue, il y a quelque chose de magané quelque part dans ton corps, là. Mais la proprioception, c'est souvent super pertinent pour rétablir ce que tu as perdu à cause de ta blessure avec des exercices ciblés. Puis c'est pour ça que... Comment je pourrais dire ça? Gentiment. C'est pour ça que des fois, j'ai de la misère avec certaines personnes de certaines façons de traiter les gens en thérapie manuelle qui vont sauter rapidement sur le renforcement. Je sais pas, moi, tu t'es pété le genou, là, puis là, tout de suite, on va faire des leg extensions, là, des extensions du genou pour aller renforcer ton quad. On va faire des flexions de genou pour aller renforcer tes ischios. Mais on peut-tu libérer un peu l'articulation en premier au besoin? On peut-tu aller rechercher une stabilité, un équilibre musculaire? On peut-tu aussi surtout faire des exercices de proprioception pour aller réapprendre à ton articulation qui a été touchée? Ben, où dans l'espace par rapport, là, on parle du genou, là, par rapport à ta cheville puis par rapport à ta hanche? Puis avant d'aller faire des leg extensions, on peut-tu regarder puis s'assurer que tu as une stabilité quand tu fais, par exemple, juste de tenir debout sur cette jambe-là, le genou, il a tendance à réagir comment?
en termes de stabilité, de déséquilibre musculaire, d'équilibre, bien, des exercices de proprioception, genre faire des petites flexions sur une jambe, sur un ballon mou, sur un coussin si tu n'as pas de ballon mou, bien, ça peut aider à aller réactiver ça avant de tomber dans des gros squats puis des fentes, etc., tu sais. Fait que c'est super important, la proprioception, pour plein de choses que j'ai déjà mentionnées. Penser à quelque chose à l'intérieur de soi qui te permet de voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi, que ce soit ton corps ou par rapport, bien sûr, ton rapport à l'environnement. Puis, comme je vous dis, si vous faites n'importe quel type d'activité physique ou de sport, bien, c'est sûr que ça va là-dedans. Fait que c'est plus complexe, hein, que de juste courir 5 km puis aller faire 3 séries de squats. Puis, je sais pas, là, moi, je trouve ça cool, là, faire des défis de mobilité. Puis, je trouve ça cool, là, de pratiquer la coordination, puis de faire de l'équilibre, où est-ce que je fais semblant que je suis encore une patineuse, puis je fais des exercices sur le ballon au gym, puis j'ai moins d'équilibre qu'avant, mais c'est correct, je continue à les pratiquer. Puis, je trouve ça le fun de faire des défis à deux aussi pour, je sais pas moi, donner un défi sportif ou de proprioception, justement. Fait que je trouve que de mettre un peu plus d'emphase sur ça, là, la posture, la mobilité, l'équilibre, les étirements, la coordination, l'agilité, bien, ça permet d'amener ce côté-là, oui, de variété qui fait du bien, ce côté un peu plus ludique. On prend ça au sérieux, bien sûr, on s'applique dans les mouvements, mais il y a un côté un petit peu moins, genre, structuré, sérieux de, encore une fois, 3 séries de X, tu sais. Ça nous permet aussi de, tu sais, c'est quoi, là, de 5 fois par jour, de prendre 5 pauses de 2 minutes. Dans ta première pause, tu travailles 2 minutes d'équilibre, tu mets ton coussin à terre, t'enlèves tes souliers, t'enlèves tes bas, tu te mets sur une jambe sur ton coussin puis t'essaies de faire des arabesques. Puis après ça, plus tard dans ta journée, tu prends un 2 minutes, puis tu t'en vas, je sais pas moi, pratiquer certaines postures de yoga qui te demandent beaucoup d'équilibre. Puis, je sais pas, moi, la 3e fois dans ta pause, dans ta journée, tu sors un jeu que tes enfants y ont, là, ils ont des espèces de petits cônes ou quoi que ce soit, puis tu fais des jeux de pieds autour de ça, puis tu travailles ta coordination de cette façon-là. Puis, je sais pas moi, une autre pause dans ta journée, ben tu vas aller travailler au niveau de ta posture et tu vas t'amuser à ramper, comme ton enfant ou comme ton bébé, tu sais. Fait que ça s'intègre bien dans la journée, ça fait en sorte qu'on est moins sédentaire. Puis, il faut pas sous-estimer 1 minute ici, 2 minutes par là. Je vous le dis tout le temps, hein. En ce moment, t'en fais probablement pas ce genre d'activité physique-là. Fait que même si tu fais 2 minutes par jour, ben ça fait 14 minutes à la fin de la semaine. C'est déjà moins que rien. Puis c'est l'effet cumulatif, vous le savez, qui va faire en sorte que ça va vous aider dans votre corps, votre santé. Bien sûr, votre bien-être physique, à réduire les espèces de courbatures, raquages, ankylosage, à prévenir des blessures, à renverser des blessures, à guérir de blessures, avoir un corps qui est fort, qui est habile, qui a de la coordination, qui a de l'équilibre pour vieillir, bien sûr, avec toutes les chances de notre bord, là, de faire tous des petits vieux en santé qui sont capables encore de sauter, de s'accroupir, de se pencher, de monter sur la pointe des pieds sans se casser la marboulette. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, bien sûr, moi, je parle de ça. J'ai pas vu le temps passer pantoute, là. Donc, j'espère que ça vous a intéressé autant que moi. J'ai trouvé ça cool de vous jaser de ça. C'est sûr que ça fait beaucoup d'informations. On sait pas toujours par où commencer, comment intégrer ça dans notre vie déjà occupée. Je comprends. C'est ça ce que je fais avec les gens, là. On regarde votre vie, on regarde votre état de physique, de santé, on regarde votre quotidien, on regarde vos objectifs, combien de temps vous avez, combien d'espace vous avez accès à quoi comme matériel, et on fait des programmes vraiment personnalisés, tu sais. Puis, j'apprends toujours. J'en ai parlé rapidement au début, là, mais tu sais, moi, c'est ça. J'étais la fille qui faisait du patinage artistique. Après ça, j'ai fait du powerlifting. Après ça, ben, je m'entraînais au gym. Tu sais, chest, bras, jambes. Puis vraiment, entraînement classique de musculation avec du cardio de temps en temps. Puis dans les 5-6 dernières années, ben c'est là que j'ai commencé à ajouter 4-5 dernières années. Vraiment plus de variété, tu sais. Puis même quand je vais au gym maintenant, mes entraînements au gym ont changé aussi. J'en fais encore de la musculation. C'est super important de faire la musculation. Mais j'intègre dans mes échauffements, puis dans mes cool-downs, puis dans certains workouts, ce genre d'habileté motrice-là aussi. Puis ça a fait quoi? Ça a fait que j'ai moins mal partout, que je garde ma motivation d'aller au gym parce que ça amène de la variété, que je me donne des petits défis personnels. Fait que c'est comme encourageant aussi d'être capable de faire un squat complet sur une jambe, tu sais. Pendant une couple d'années, j'étais pas capable, j'avais trop mal à la hanche, tu sais. Fait que de se donner ces défis-là, bref, ben c'est le fun, puis ça rend le mouvement plus accessible, plus amusant aussi, avec possibilité de s'améliorer, parce que c'est toutes des choses qu'on peut améliorer. Même si t'as jamais de coordination dans ta vie, là,
tu peux améliorer ta coordination même à l'âge adulte. Fait que n'hésite pas à me contacter si tu veux quelque chose de vraiment personnalisé one-on-one, que ce soit des programmes d'entraînement ou que je t'entraîne en one-on-one, soit en personne ou via Zoom. Et sinon, bien sûr, comme je vous ai dit, en groupe, c'est nice. Écoute, on a fait un cours de mobilité, là, on s'amusait à rouler. Littéralement, là, t'es assis en petite boule, t'as les genoux rapprochés près de ta poitrine, et là, tu roules, là, wouhou, tu te roules sur le dos, puis là, tu swings, puis tu remontes, puis tu roules. Puis il y a une des personnes qui était là, elle était comme, hey, je me sens comme une petite fille, tu sais. Puis c'est une personne qui a pas 20 ans, là, je veux dire. Fait que c'est tellement cool de la voir à son âge, être capable, à nouveau, d'avoir la confiance de permettre à son corps de rouler. Tu sais, fait que c'est le fun, c'est agréable. Puis j'espère vous voir je vais dire en grand nombre. Non, pas en grand nombre parce que les places sont limitées pour les cours, mais en nombre suffisant pour qu'on ait une belle séance. Puis tu sais, encore une fois, s'il y a de la demande, je vais ouvrir un deuxième cours. On changera l'horaire cet été. Au parc, il va y avoir plus d'espace aussi, tu sais. On va faire des trucs différemment. Là, dans le gym à Caro, on va avoir accès à de l'équipement aussi, ce qui va être super cool. Fait que bref, je suis bien excitée. Fait que si vous voulez vous inscrire, écrivez-moi, remplissez le formulaire dans la description du podcast. Le premier cours va être le 9 mars. Donc, 9, 16, 23 mars 2025, si jamais tu écoutes ce podcast-là, pas en 2025. Puis, ensuite, en avril, ça va être le 6, le 13 et le 27 avril. C'est de 9h à 10h à l'Écoto. Puis, bien sûr, les places sont limitées, je l'ai déjà dit, donc attendez pas pour vous inscrire. Vous avez la possibilité de vous inscrire pour les 6 cours, ça revient moins cher, ou de payer pour 1 à 5 cours. Donc, c'est 25 $ par cours, ou sinon 22,50 par cours si vous en prenez 6. Fait que j'ai bien hâte. Fait que si vous avez des questions, let me know. Puis, comme d'habitude, j'arrête de jaser, là, ça fait genre plus que 50 minutes. Vous avez d'autres choses à faire, genre aller bouger, hein, bien sûr. Ou peut-être que vous bougez en m'écoutant, c'est parfait, c'est encore mieux. Fait que je vous laisse sur un quote que j'ai trouvé sur Google, là, Full Transparency, puis il m'a accroché. Fait que je vous le dis, je l'ai bien aimé, je l'avais jamais entendu. Le cœur donne la direction, le cerveau la solution, le corps la concrétisation. Puis il m'a accroché parce que, tu sais, des fois on est mitigé entre j'écoute mon cœur, j'écoute mon cerveau, tu sais. Le cœur donne la direction. Tu sais, suivre son cœur. Mon Dieu, moi, je crois à ça, puis j'essaie d'incarner ça le plus possible. L'intelligence de ton cœur, c'est fort, ça ne ment pas. T'as pas toutes les pensées dans ton cerveau qui vont embrouiller qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est ta voix. Le cerveau donne la solution. C'est vrai, on l'aime quand même, le cerveau puis le mental, là. Il en connaît des choses. Il y en a une pensée, des pensées, puis un mindset, puis cette réflexion-là. Fait qu'on a notre voix, on donne la direction avec le cœur. Le cerveau, il nous donne la solution pour s'assurer de marcher vers cette direction-là, d'incarner, de manifester qu'est-ce que le cœur veut. Mais c'est grâce au corps qu'on concrétise tout ça. Tu sais, parce que je veux dire, faut que tu sois dans le mouvement, dans l'action pour concrétiser qu'est-ce que le cœur veut puis les solutions que le cerveau amène. Fait que je trouvais ça vraiment beau comme quote parce que ça rappelle directement et indirectement de comme, hey, prenons soin de notre corps. C'est littéralement grâce à lui qu'on peut concrétiser qu'est-ce que notre cœur puis qu'est-ce que notre cerveau veut. C'est quand même pas rien. Fait que je vous souhaite vraiment de concrétiser vos désirs, vos rêves grâce à un corps qui est en santé et qui bouge de façon awesome.